hello et salut le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. Sucré, coloré, envié, ce sont les créations de La Durée. Zoom sur une coque craquante, celle du macaron. Pierre Charpin nous livre aujourd'hui son quotidien créatif. Coup de crayon contre coup de blouse, découverte à designer haute en couleur. Mesdames, messieurs, aujourd'hui dans votre ville, le cirque est dans tous ses états. Roulement de tambour, ses repérages. Si mettre un arbre en bouteille n'est pas possible, mettre un bonsaï en bocal l'est. Et c'est grâce à Green Factory. Tout ce qui est arty, cozy, Frenchy en version très originale et 100% française, c'est tout vu, c'est point de vue. Un service de conciergerie qui s'occupe d'offrir chaque mois un cadeau sympa à un proche, c'est l'idée de la petite attention. Un comité sélectionne à travers le monde les cadeaux les plus cool et branchés et vous les recevez dans votre boîte à lettres prête à être emballée. Plus d'anniversaires oubliés que des amis gâtés. Toc toc toc, qui est là? C'est le syndicat. Ne vous fiez pas à cette aventure bardée d'affiches de concert ni à son air de chantier inachevé, car derrière tout ça se trouve un bar à cocktail inspiré des speakeasy new-yorkais. Liqueurs spirituées et d'autres bitters dans une ambiance branchée, mais pas prétentieuse. Nous, on dit chin. À travers ses illustrations et papiers découpés, Benjamin Lacombe nous plonge dans l'univers de Frida Kahlo. Voyage onirique à travers 9 thèmes s'inscrit comme une introspection dans le travail de l'artiste mexicaine. Des images étonnantes mêlées à des textes poétiques, un véritable moment hors du temps, inspirant. Entre imagerie populaire et touche urbaine, le label Maison Château Rouge rend hommage au 18e arrondissement. Avec leur suède Château Rouge, ils annoncent la couleur, jeu de matière et mix de culture. Tous les tissus sont achetés aux commerçants du coin et leurs créations sont produites en série limitée. Wax Power. Les créations de La Durée sont célèbres à travers le monde, mais leur incontournable reste le macaron. Ces confettis multicolores nous livrent aujourd'hui leurs secrets et nous, on craque. Ils sont petits, ronds, colorés, mais surtout à croquer. Plus besoin de présenter les macarons, ces petites bouchées gourmandes font rayonner la France à l'international. Caramel à la fleur de sel, pétales de rose, fleurs d'oranger, on ne compte plus les arômes qui fleurissent chaque saison. À 2 pas de la prestigieuse place Vendôme, direction la toute nouvelle enseigne dédiée aux gâteaux stars. Ici, on rend hommage au macaron et à son histoire, liée à l'origine à une véritable idée de génie. L'idée révolutionnaire, c'est le petit-fils de Louis-Ernest Ladurée, Pierre de Fontaine, qui a donc l'idée à l'époque d'inventer le macaron parisien. Le macaron à l'époque était une demi-coque et en fait il décide de prendre 2 coques, d'assembler par une crème ganache et c'est comme ça qu'est né les fameux macarons et la tradition se poursuit jusqu'à maintenant. Et chaque année, ces petits bijoux sucrés se vendent par millions. Véritable accessoire de mode, on entretient ici son image avec soin. On se croirait presque dans une maison de haute couture. On lance nos gammes de macarons comme un créateur pourrait lancer ses collections au fil du temps et au fil des saisons. On a à peu près les mêmes codes, les mêmes tendances. On est vraiment sur la saisonnalité et véritablement il y a un vrai lien entre la haute couture, si j'ose dire, et notre art de vivre à la française. Et oui, le macaron est devenu un des ambassadeurs gastronomiques de notre pays. Pas de surprise donc de croiser autant de touristes dans la boutique de l'enseigne. Mais comment cette icône française est-il conçue? Quelle recette mystère se cache derrière ses multiples saveurs? Pour le savoir, direction le laboratoire de création. Voilà, donc là on va pénétrer dans l'univers secret de la production des macarons. Bienvenue dans le temple de la pâtisserie. C'est ici que prennent vie 32 000 macarons chaque jour. Comment? Eh bien, on est parti se renseigner auprès du chef. Donc la base pour réaliser un macaron, il nous faut des amandes, du sucre et après des blancs d'œufs. Voilà. À partir de ce moment-là, on a le colorant qu'on peut ajouter et on réalise notre appareil et nos biscuits. Vous voulez devenir pâtissier? Allez, on vous explique comment ça marche. Vous êtes prêts? Tout commence avec la conception de la poudre d'amande maison, un subtil dosage entre ces amandes et du sucre glace. Pour concevoir alors le biscuit, on y ajoute ensuite colorant, blanc d'œuf et meringue.
Alors comme cela, certes, ce n'est pas encore très appétissant, mais attendez de voir le mélange bien lisse. Alors on fait cette étape de manière manuelle, de manière à avoir la texture voulue pour notre macaron. Et ça, on le sent vraiment que quand on fait le mélange à la main. Voilà. Voilà, donc là, il est à la bonne texture. On va pouvoir commencer l'étape du dressage. La magie commence alors à opérer. Lentement, la pâte va prendre forme. Elle sera cuite avant d'être garnie de manière artisanale. Et oui, à la main. Et c'est là qu'on va pouvoir choisir les saveurs qu'on veut obtenir, que ce soit de la confiture ou une petite crème, et faire en sorte d'avoir des collections différentes pour nos clients. Malgré les saveurs décuplées à l'infini, les best-sellers restent assez classiques. Vanille, chocolat et le délicieux caramel au beurre salé. Une fois le macaron prêt, avant de rejoindre les boutiques du monde entier, petit secret de la maison, les gourmandises passeront une nuit en chambre froide, afin que se crée une osmose entre la garniture et la coque. Au réveil, le macaron est prêt à être dégusté. Pour finir, conseil du chef, essayez de consommer vos macarons sous 5 jours afin de préserver au mieux toutes les bonnes saveurs du goût à la française. Des carafes, des gommettes, des crayonnades endiablées, ne cherchez plus, vous êtes chez Pierre Charpin. Ce designer inspiré et minimaliste nous fait découvrir son univers pour notre plus grand bonheur. C'est une histoire de forme, de tout type de forme. D'une passion pour les formes, voici Pierre Charpin, designer. Enfin designer, plasticien, scénographe, et oui, l'homme sait tout faire. Cet acharné de travail œuvre au quotidien dans la recherche de projets nouveaux. Chaises, carafes, tables, fauteuils, les objets l'entourent et il leur donne une âme. Mais au fond, au cœur de l'ensemble de ses savoir-faire, quel est donc son réel métier ? Alors, pour le dire simplement, je dis que je suis designer. Et donc, comme designer, je dessine des objets. Mais après, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, moi, c'est l'idée du projet. J'essaie d'ouvrir plus les choses à une simple question de design. C'est-à-dire, c'est se mettre dans une dynamique, c'est projeter quelque chose de soi-même pour les autres, enfin, envers les autres. Dans chaque projet, c'est une part de lui-même qu'il livre avec poésie. Mais attention, pour Pierre Charpin, pas question de s'enfermer dans un style en particulier. Il y a une tension entre le désir de faire quelque chose qui est très simple et en même temps qui soit sensuel. Un objet sensuel, c'est un objet qu'on appréhende avant tout par les sens. C'est-à-dire que les formes, j'arrive à les comprendre aussi, pas seulement par le regard, mais aussi par le toucher. Même si ce sont des objets avec des typologies bien précises, à la fin, moi je considère que je produis avant tout une forme. Les formes, une véritable obsession pour le designer. Le monde, j'ai toujours regardé avant tout en tant que forme. Et après, j'essaie de comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, comment c'est fait, voilà. Le matin, je me réveille et si j'ai pas quelque chose à faire, je me sens pas bien. C'est-à-dire que c'est un besoin vital de tous les jours, entamer un projet. Il y a des projets, ils sont sur du long terme. Donc on voit un peu un développement, on sait ce qui se passe, mais il y a des jours, par exemple, où je rentre à l'atelier, je vais entamer quelque chose et je ne sais pas du tout le soir où j'en serai, ce que ça va donner, ce que ça va produire. Un acharnement et une passion qui payent, puisque Pierre Charpin a été élu designer de l'année 2017 par le salon Maison et Objets. Et pour obtenir une telle distinction, pas de hasard. Tout est pensé, prédéfini, dessiné avec minutie. Alors, là, c'est un exemple intéressant pour expliquer un peu comment se passe un projet. Là, il s'agit de la carafe que j'ai dessinée pour Haut-de-Paris. Sur un objet comme ça, et d'une manière générale, je commence par ce travail sur le dessin, qui est sous forme de croquis. Et je produis énormément de croquis. Alors là, ça c'est une sélection, mais évidemment le reste, je l'ai jeté parce que je ne peux pas garder tous les croquis, ils ne sont pas tous intéressants. Mais tous ces croquis-là, en fait, montrent une sorte d'évolution. Et donc petit à petit, les choses se transforment. Et pour arriver à un croquis
qui est par exemple celui-là, qui est finalement très très proche de l'objet final. Cette passion pour les objets, Pierre la cultive chaque jour dans sa seconde maison. Enfin, dans son atelier. Même si par exemple l'atelier est vraiment le lieu où je pense les choses, où je les dessine, donc c'est presque le lieu où je dépense le plus de temps de ma vie. Mais quand je sors de l'atelier, je continue à penser à ce que je suis en train de faire. Si je me réveille la nuit, je pense, je continue à... Pareil, la réflexion ne s'arrête pas quand j'ai passé la porte de l'atelier. Et justement, son œuvre ne s'arrête pas au mur de l'atelier. Pierre s'expose aussi, mais là encore, pas de distinction entre son travail pour l'industrie et celui pour les galeries. Souvent, je produis pas un objet, mais une série d'objets qui va être présentée au travers d'une exposition. Il y a aussi la situation où on m'invite à exposer mon propre travail. Là, il y a une chose qui m'intéresse, c'est évidemment de créer des relations entre des objets que j'ai pu dessiner à différents moments et aussi de les mettre en espace, en fait. Le temps passe et Pierre Charpin ne se lasse pas. Les éditeurs affluent, son travail voyage. Les formes, ses formes, ne sont pas près de disparaître. Bonjour Pierre. Bonjour, Merci de nous recevoir dans Version Française, dans votre atelier. je t'en prie. Vous sortez des Beaux-Arts. Pierre, vous avez une formation de plasticien et pas de design. À quel moment vous avez décidé ou vous avez su que c'est finalement le design vers lequel vous voulez vous tourner plutôt que l'art? C'est un processus qui a mis beaucoup de temps, qui est déjà commencé à l'école des Beaux-Arts même, où j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'objet, toujours dans l'idée de produire, on va dire, des formes, mais que ces formes cherchent à établir un lien plus direct en fait avec avec la vie quotidienne. Donc aujourd'hui, vous êtes bien designer et c'est bien défini, même si la frontière parfois entre design et art reste assez floue. Mais vous êtes beaucoup inspiré aussi du design des années 60 en Italie, du groupe Memphis, notamment de l'utilisation de la couleur. C'est vrai que cette question de la couleur, elle est très présente dans Memphis, mais moi je suis né de parents plasticiens et j'ai quand même vécu au milieu de la couleur. Et donc il y avait un rapport à la couleur qui était très naturel en fait chez moi. Et je pense qu'effectivement aujourd'hui ça se retrouve aussi dans ce que je fais. Pierre, chez vous, il y a le dessin utile sur forme A4 souvent, et ensuite le dessin que vous faites pour vous sur format plus grand. Le dessin qui est lié au projet, effectivement, je le fais généralement sur feuille volante. Moi, il me sert dans un premier temps à évacuer les choses qui encombrent mon esprit, en fait. C'est une façon le fait de dessiner certaines choses que j'ai en tête, c'est une façon de les évacuer. C'est presque même un geste, je dirais, c'est physiquement que ça se passe. C'est-à-dire, je dessine, je fais des piles, et à la fin d'une séance de dessin, je sélectionne dans cette pile, je jette les dessins. Et la répétition, c'est aussi tout le temps de la réflexion autour duquel je me dis est-ce que c'est la bonne direction, enfin. Et puis il y a le dessin grand format. Alors oui, ça c'est ce que j'appelle les dessins de dessin, où là le dessin il n'a pas d'autre objectif que le dessin lui-même. C'est d'abord aussi le dessin et ensuite les matériaux seulement? Le matériau arrive à un moment donné dans le processus du dessin, lorsque la forme commence vraiment à se préciser. Je commence à réfléchir à quel type de matériau, celui qui sera le plus adapté pour réaliser la forme. Vous avez dessiné aussi bien des vases pour les ateliers de Sèvres que des carafes pour la mairie de Paris, les carafes de l'eau de Paris. Est-ce qu'il y a vraiment encore un savoir-faire français? À Sèvres, par exemple, c'est même un conservatoire de savoir-faire. Il y a une école, on continue à faire des objets avec des techniques qui sont extrêmement complexes, mais on continue à les faire pour ne pas perdre Et c'est le devoir, par exemple, de cette manufacture. Pierre, une journée pour terminer sans crayon, ça se passe comment chez vous? Généralement, je suis quand même presque tous les jours à l'atelier. Si c'est sans crayon,
Je fais d'autres choses. Mais vous restez dans l'atelier? Ouais. Pour moi, c'est un lieu qui est très important parce que c'est un lieu, c'est le lieu où je fais les choses. Et par exemple, j'aime bien venir le dimanche parce que je suis tout seul déjà à l'atelier. Et parce que aussi je mets du recul sur les choses que j'ai fait pendant la semaine, je range, je fais des choses comme ça aussi. Je lis, voilà. Mais... Vous êtes dans votre univers. Ouais. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Si vous pensez que jongleurs, acrobates et lions rugissants ne se trouvent que dans les cirques itinérants, détrompez-vous. Nous avons mis la main sur 3 adresses circassiennes au cœur de la capitale. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale en quête d'un Paris circassien. Clown d'un jour ou rêveur funambule de toujours, bienvenue dans l'univers de l'Académie Fratellini. Cette grande école de cirque située à la plaine Saint-Denis à 10 minutes de Paris s'affirme comme un lieu de création et de diffusion. Acteur du développement culturel de son territoire, l'Académie est ouverte aux professionnels comme aux amateurs. Apprentis clowns, petits et grands, se croisent régulièrement dans les couloirs de l'école. Mais l'Académie Fratellini, c'est avant tout un nom bien connu dans l'univers circassien. Les frères Fratellini, trio de clowns légendaires de l'entre-deux-guerres, ont marqué pendant plus de 30 ans les scènes parisiennes en brisant le duo classique du clown et de l'Auguste. Depuis 2003, l'Académie Fratellini fonde sa renommée mondiale sur l'excellence et l'innovation de son centre de formation supérieure. Le plus de l'école, c'est Apéro-Cirque, spectacle concocté par les apprentis, 2 semaines de création pour 2 représentations, avec à chaque fois un metteur en scène différent. Le mix parfait à ne pas manquer. Cirque et nourriture font parfois bon ménage. Vous doutez? On va vous le prouver. Caché derrière la terrasse d'un hôtel particulier classé monument historique en plein cœur de Paris, le restaurant Le Cirque se révèle aux initiés et aux curieux. Donc, je m'appelle Grégory Pinon. J'ai fait l'acquisition de ce lieu avec mon associé Pascal Ranger en mars 2016. Quand on passe devant dans la rue, on ne s'attend pas à voir ça quand on passe la porte. Alors qu'on a une façade de brasserie, restaurant typiquement parisienne en face Beaubourg. Pour la petite anecdote, Alain Séban, ancien directeur du centre Pompidou, avait aussi eu en tête de racheter cet hôtel pour en faire le Beaubourg Circus. On a fait une table ronde en forme d'arc de cercle pour rappeler un peu la piste du cirque. Ici, pas de cuisiniers acrobates, mais des barman, parfois jongleurs. Une mise en scène qui est permanente. Voilà. À travers le travail des serveurs et des cuisiniers, on est dans le spectacle. Je me contente juste de sabrer les bouteilles de champagne, ce qui est un peu ma spécialité. Voilà. Autant d'éléments qui plantent le décor d'un délicieux spectacle à la française. Pour le 3e et dernier lieu de notre parcours circassien, nous vous donnons rendez-vous au parc de la Villette à l'espace Chapiteau. Situé à 2 pas de la Cité des Sciences et de l'Industrie, au bord du canal de Saint-Denis, cet espace a longtemps été laissé en friche lors du réaménagement du parc de la Villette dans les années 80. Aujourd'hui, il est devenu un coin incontournable de la scène contemporaine circassienne, comme nous l'explique Raffaella Benanti. Donc on programme du cirque de création dans toute sa diversité. Il y a maintenant un univers très très riche de compagnies et d'artistes qui travaillent dans des démarches qui sont très très différentes, sur des esthétiques qui sont parfois éloignées, qui des fois s'apparentent d'autres disciplines, donc qui s'enrichissent de la rencontre avec la danse, le théâtre d'objets aussi, la vidéo. Et nous, on essaye ici de donner de la visibilité donc à des propositions très différentes dont nous apprécions la force. Entouré d'une délicate architecture en bois délimitant le lieu du reste du parc, l'espace Chapiteau se transforme à chaque fois en fonction du projet qui est accueilli. Pendant toute l'année, il y a des artistes de disciplines différentes qui se rencontrent dans la base de vie, dans la cuisine, dans le foyer et qui viennent donc loger là pendant qu'ils créent leur spectacle. Il y a une tente restauration, il y a un espace de plein air avec une terrasse de bar, avec des braseros. Donc c'est tous des espaces entre lesquels le public circule et où les artistes et le public se rencontrent.
Du cirque plume à la jeune compagnie Accor et Accro, vous avez le choix. De la légèreté à la comédie, de la poésie à l'acrobatie. Bien loin d'un art du cirque figé et conventionnel, la programmation de l'espace chapiteau de la Villette se veut moderne et ouverte à tout âge. De quoi vous donner envie d'aller faire un tour sur la piste. Ici, ce n'est pas Paris comme en bouteille, mais de jolis écosystèmes autosuffisants. Green Factory relève le challenge de faire de vous un jardinier en herbe avec ses créations exotiques et inspirantes. Noam Lévy a toujours eu la main verte. Aujourd'hui, avec son atelier boutique Green Factory, il a accompli un rêve d'enfant. Tout petit, j'ai vraiment fait beaucoup d'expériences sur des plantes, des bouturages, initiés par mes parents qui étaient intéressés par la question. Sa passion initiale, il l'a étoffée d'un véritable savoir-faire en menant recherche et observation, notamment grâce à son expérience dans un kibboutz en Israël, où il en a appris beaucoup sur le végétal et ses besoins. À l'origine, Noam a ouvert une boutique de plantes en pot facile d'entretien, mais rapidement, il a voulu aller plus loin. Malheureusement, le principe de proposer des plantes en pot était souvent un peu trop exigeant pour une clientèle urbaine, pressée, pour qui, par exemple, arroser une plante une fois par mois, ça pouvait présenter un challenge un peu trop important. Alors, j'ai essayé d'appréhender ça sans jugement. Vous n'avez pas la fibre jardinière, ne vous inquiétez pas, le problème vient souvent d'un environnement peu adapté. Et Green Factory est là pour vous aider. On va substituer à l'environnement classique dans lequel les plantes sont disposées et qui est généralement vicié pour les plantes, un environnement adapté qu'elles créeront elles-mêmes. Oui, le concept de Noam, ce n'est pas seulement une belle idée d'éco, c'est aussi un rappel utile des bases de la vie sur Terre. Très chers urbains, une petite révision de biologie s'impose. C'est un positionnement assez unique dans le monde du commerce en général, d'accueillir des gens pour leur rappeler pour quelles raisons ils sont eux-mêmes en vie. C'est-à-dire qu'on va leur reparler de la photosynthèse, du cycle de l'eau, des grands mécanismes naturels qui permettent simplement à la vie sur Terre d'exister et qui se retrouvent à toute petite échelle dans nos compositions. La plante émet de la vapeur d'eau comme nous transpirons. Elle va se positionner par condensation sur les parois, retomber à l'intérieur pour réhumecter la terre, être réabsorbée par les racines et réémise par les feuilles dans un cycle fermé. Du coup, il suffit d'arroser le terrarium une fois par an, voire moins. Autre mécanisme naturel de base, la photosynthèse qui assure à la plante sa dose d'oxygène. Et oui, pour survivre, elle a juste besoin de lumière. Vous n'y croyez pas? Regardez par vous-même. Ici, la première grande composition qu'on ait faite avec un bonsaï de 3 ans qui maintenant en a 6. C'est vraiment un arrosage par an depuis qu'il a été fait. Là, vous avez un ficus retusa. Et ce ficus a envoyé des racines pour aller chercher l'eau là où elle se trouve, comme il le ferait dans la nature. Donc c'est vraiment une plante qui est acclimatée, comme elle le serait dans son environnement naturel, qui est le Sri Lanka. Et oui, on se sent presque au Sri Lanka. L'autre touche originale du concept, c'est l'esthétique des terrariums, qui s'apparentent à de véritables mini-paysages, toujours composés autour d'un petit arbre principal. Alors dans cette composition, aujourd'hui, on a choisi de placer comme arbre principal un Ficus microcarpa, avec en accompagnement un petit Ficus pumila, qui est cet arbre qui ressemble un peu à du lierre, et un Phytonia rose. Retour sur les différentes étapes de réalisation. Pour équiper ce terrarium, on va commencer avec une base de pouzzolane, qui va être le drainage, qui va empêcher les racines de stagner dans l'eau. On va l'équiper avec quelques graviers qui sont plus des graviers de décoration pour simuler les strates naturelles. Notre mélange de terre spéciale pour convenir à ces végétaux-là. Et de la mousse pour décorer et garder l'humidité en place. Voilà, la dernière étape. Avant de me lancer, j'ai quand même travaillé 1 an et demi, 2 ans à tester les substrats, quels seraient les meilleurs, les différents types de végétaux que je pouvais avoir autour de moi. C'est des assemblages ensuite, beaucoup de recherches esthétiques autour du contenant et de la verrerie en elle-même. La marque de Noam s'est agrandie. Entouré d'une petite équipe de créateurs végétaux, il propose plusieurs gammes de terrariums de différentes tailles et différents prix. Il propose également de réaliser des commandes spéciales et continue de développer des points de vente en France et à l'étranger. Notre première envie, c'est de diffuser le terrarium et le démocratiser à l'échelle européenne. De plus en plus d'espaces font désormais appel à lui pour réaliser toutes sortes d'aménagements. Noam a également développé des kits de personnalisation et un livre avec les principes du terrarium et des recettes.
Enfin, première mondiale, il a développé l'expédition de Terrarium. Bref, quelles que soient ses prestations, son but reste toujours de faire passer un message sur ces mécanismes qui permettent autosuffisance et économie en eau, ainsi que notre bien-être. Alors, plus d'excuses, à vous la verdure. Version française est déjà finie, mais on se retrouve très vite avec style. Bye!